Bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag. On va passer un petit moment ensemble et voir ce qui fait l'actualité des arts et des spectacles ici ou là-bas dans ce journal. Un documentaire sur Entebbe. Il y a 38 ans, dans la nuit du 3 au 4 juillet, l'armée israélienne libérait les otages en Ouganda. Un réalisateur israélien a pris le parti de suivre une des victimes dont on a peu entendu parler. C'était un franco-israélien. Il en a fait un road documentaire très émouvant. Nous irons survoler tout le bassin méditerranéen, mais côté mode, est-ce que l'on peut parler d'un style, d'un design méditerranéen? Est-ce qu'on peut parler d'une mode du soleil ou de la mer? C'est ce l'on verra avec la deuxième édition du Mediterranean Fashion Prize. Et puis enfin du cinéma avec cette reprise très attendue des 10 commandements. On a tous vu 3000 fois Charlton Heston et Yul Brynner dans la version de Cécile B2000, mais cette fois-ci c'est Ridley Scott qui s'y colle et les premières images sont sorties. Il y a 38 ans, dans la nuit du 3 au 4 juillet, Israël lançait avec succès l'opération Entebbe. Objectif, libérer les otages du vol Tel Aviv-Paris via Athènes. Beaucoup de films, de livres et de documentaires sont sortis sur ce raid opéré par l'armée israélienne. Et parmi eux, il y a le documentaire d'Eyal Bourse. Bonjour, merci d'être avec nous. À vos côtés, il y a Jean-Michel Trèves, le coproducteur. Vous avez réalisé il y a 2 ans un documentaire titré « Vivre ou mourir à Entebbe » avec un point de vue très particulier. Vous avez décidé de suivre des victimes. Je vous propose, avant de démarrer la discussion, de regarder un petit extrait et puis ensuite on parle. D'accord ? Le 27 juin 1976, le vol Air France 139 reliant Tel Aviv à Paris est détourné par 2 Allemands et 2 Palestiniens après une brève escale à Athènes. Les preneurs d'otages obligent le commandant de bord à voler vers Benghazi, en Libye, afin de faire le plein de carburant, avant d'atteindre leur destination finale, l'aéroport d'Entebbe, situé au nord du lac Victoria, en Ouganda. À Entebbe, les preneurs d'otages sont accueillis chaleureusement par le dictateur Idi Amin Dada. Il demande la libération de dizaines de prisonniers palestiniens détenus dans des prisons françaises, allemandes, suisses, kenyanes et israéliennes. L'ultimatum des preneurs d'otages est fixé au 1er juillet, sans quoi ceux-ci commenceront à tuer les otages. Alors, bonjour à tous les deux. Eyal Bourse, vous avez eu un point de vue très particulier pour votre documentaire. Vous avez décidé de faire un focus sur une victime, Jean-Jacques Mimouni. Pourquoi un parti pris pareil ? J'ai voulu me focaliser sur le point de vue d'une personne. D'habitude, on nous montre toujours les points de vue historiques et politiques. Pour ce film, j'ai eu l'occasion de dévoiler une histoire personnelle à travers les yeux d'une victime. Je pense que lorsqu'on se focalise sur une histoire personnelle, comme l'histoire de Jean-Jacques, tout le monde peut se rappeler facilement de l'événement. Le public se sent plus concerné et donc moins éloigné des faits. Je crois que c'est plus facile de se rapprocher d'un événement historique important quand celui-ci est raconté sous un seul angle, celui d'une personne impliquée. On est plus à même de comprendre les actes quand on s'attache à une personne. Alors, on va expliquer un petit peu qui était Jean-Jacques Mimouni. C'était un franco-israélien de 20 ans. Jean-Jacques Mimouni est né en France, puis a immigré avec sa famille en Israël, à Netanya, avant l'attentat dans les années 70. Il n'avait que 19 ans lorsqu'il monta à bord de l'avion avant d'être pris en otage puis assassiné. Il était encore un enfant qui devait partir pour l'armée israélienne. Son père n'était d'ailleurs pas sûr de vouloir le laisser partir pour l'armée du fait qu'il venait d'arriver en Israël. Et donc, il a pris l'avion pour rendre visite à sa famille en France et il s'est retrouvé à Entebbe. Alors justement, Eyal Bourse, pour ce documentaire, vous avez suivi Jonathan, qui est le neveu de Jean-Jacques Mimouni. Comment êtes-vous tombé sur Jonathan ? Jonathan et moi sommes amis depuis toujours. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Lors d'un voyage en Europe, il m'a dit que son oncle était mort et qu'il y avait une commémoration. Je lui ai demandé comment il était mort. Il m'a répondu qu'il avait été assassiné lors de l'opération d'Entebbe.
Je lui ai dit que c'était impossible, sachant qu'il ne faisait pas partie de la famille Netanyahou. Comme la plupart des gens, je ne savais pas qu'il y avait eu d'autres victimes que Jonathan Netanyahou et Dora Blor. Après cette révélation, j'ai demandé des explications et il m'a répondu que lui et sa famille n'avaient aucune idée des circonstances de sa mort. J'ai compris que c'était une bonne matière pour réaliser un documentaire. Et vous avez donc commencé à faire votre documentaire. Jean-Michel Trèves, vous avez coproduit le documentaire d'Eyal Bourse. Est-ce que c'est facile pour un producteur de se lancer dans un tel pari? Parce que c'est une démarche plus émotionnelle, le documentaire qu'il a réalisé. Est-ce que c'était facile à faire? Bien sûr qu'il faut négocier et puis proposer le projet. Donc la télévision canadienne a été très enthousiasmée parce que c'est intéressant de prendre le prisme personnel et par une histoire de famille. Et comme la structure du film est jour par jour, les 7 jours jusqu'à l'opération elle-même, il y a une structure qui permet pour le public de bien suivre. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils ont la possibilité d'entrer dans les détails. Alors justement, et c'est ma dernière question, jusqu'à quel point le public est-il prêt ou a accepté de suivre finalement une telle démarche dans un documentaire sur un sujet pareil, sur un TB qui a été couvert par des films, par des articles, par des documentaires, par des livres? Parce que là, c'est une démarche très très personnelle. Je pense que le public israélien et international est heureux d'avoir accès à un point de vue différent. Les gens sont toujours très intéressés par Entebbe, ils ont toujours perçu comme une histoire hors du commun. Et tout à coup, cet événement prend une dimension humaine. Chaque événement a des avantages, des inconvénients, des côtés positifs, mais aussi négatifs. On a donné une dimension mythologique à Entebbe, mais il y a aussi une part d'ombre. Et quand ça devient réel pour le spectateur, il peut mieux s'identifier. S'il comprend qu'il y a eu des erreurs de commises, l'histoire est plus riche à raconter, car rien n'est parfait. J'arrive pas à savoir si finalement vous avez décidé de prendre le parti de l'émotion ou plutôt le parti de déconstruire un mythe. C'est un peu politique, votre démarche, un peu. Ce qui m'intéresse personnellement en tant que réalisateur et en tant qu'individu, c'est comment les nations créent leur mythe. La France a créé son mythe, Israël a créé son mythe, chaque pays a un mythe. Et dans ce processus, ce qui est intéressant, selon moi, ce sont les ingrédients que l'on néglige de la préparation de ce mythe et non ceux que l'on met à l'intérieur. Et je ne dis pas qu'un mythe est quelque chose de mauvais. Israël avait besoin de cette histoire après la guerre de Yom Kippour. Ce qui est important, ce sont les ingrédients qu'on délaisse. C'est ce qui est intéressant dans une histoire, en tout cas pour moi. Et vous avez pris cette démarche donc de suivre le neveu d'une victime. Merci beaucoup Eyal Bourse d'être venu sur le plateau. Merci Jean-Michel Trèves à tous les deux. Je rappelle le titre de votre documentaire Vivre ou mourir à Entebbe qui a été diffusé cette semaine en Belgique et à Strasbourg en France. C'est ça. Merci. Merci. Voilà, c'était une interview enregistrée tout à l'heure. On va changer de registre maintenant et on va survoler la Méditerranée avec la 2e édition du Mediterranean Fashion Prize. C'est un prix de la mode méditerranéenne, une façon d'unir des créateurs venus de tout le pourtour de la mer. C'est aussi une plateforme digitale sur laquelle ils ont posté leurs créations, histoire de les avoir tous ensemble et de dépasser soit les frontières, soit les conflits. La 2e édition vient d'avoir lieu et c'est le récit de Charlotte Attal. 58 dossiers, 3 maisons associées pour un concours. C'est le concept du Mediterranean Fashion Prize, un projet qui met en avant la création de tout le pourtour méditerranéen. Pour cette 2e édition, des jeunes, pour la plupart, ont été sélectionnés, adoubés par un jury d'experts et par les grands noms de la mode comme Chanel, Dior, Longchamp et Mer Méditerranée oblige, la marque de maillot de bain Erez. Qu'est-ce qui relie la création méditerranéenne? Le soleil, la mer? Oui, mais pas seulement. Venus d'Espagne, d'Italie, du Maroc, d'Israël ou encore de Tunisie, ces créateurs s'inspirent de leur culture, de leur pays, mais ils proposent au final des collections éclectiques. Certaines aux coupes basiques, d'autres au style futuriste. Des pièces riches, des lignes travaillées, originales et pour la plupart raffinées. Lors de la première édition en 2012, le créateur marocain Ifrach Tartsi avait transformé les djellabas en vestes et les tapis persans en manteaux.
Je focalise mon travail sur un type de vêtement. C'est la première fois que je présente une collection homme. Ce que je fais en réalité, c'est que j'essaie de créer des pièces qui ne sont pas dans l'air du temps. Et la mode doit plus être en rapport avec l'art et plus ressemblant à ce que je ressens au moment où je crée. Le Mediterranean Fashion Prize a été initié par Marilyn Vigouroux, conseillère auprès du président de la Maison méditerranéenne des métiers de la mode. Son objectif est d'aider la jeune création à rencontrer les plus grands, leur mettre un pied à l'étrier et laisser s'exprimer leur créativité. Eh bien, ça doit porter une identité créative avec un style euro-méditerranéen. Chez chacun se diversifie par son individualité et sa propre créativité. Il est bien de repenser la Méditerranée dans une approche créative. Pour réaliser un palmarès pareil, inutile de réunir physiquement les créateurs. Chaque designer a posté ses collections sur le site Spoutnik. Les 10 lauréats ont présenté des spécificités bien à eux, tous genres confondus. Haute couture, prêt-à-porter et lingerie est souvent reliée à leur pays. Alors est-ce que cette mode est vraiment différente quand on la crée près de la Méditerranée ? À vous d'en juger. Un récit de Charlotte Attal. À suivre, le grand retour des 10 commandements avec Christian Bale dans le rôle de Moïse. Et on frissonne déjà, oui. Mais en attendant, voici les highlights, les expositions dont il faut avoir entendu parler à défaut de les avoir vues. Si le célèbre peintre américain Sol LeWitt est décédé en 2007, son art lui survit et continue d'être exposé dans le monde. Ses compositions murales étaient conçues avec une durée de vie limitée, mais avec une flexibilité maximale afin d'être exposées sur de nombreuses et diverses pièces architecturales. Les compositions murales de Sol LeWitt datant de 1982 sont exposées au Metropolitan Museum of Art de New York jusqu'au 7 septembre. À Paris, la Maison Rouge poursuit sa série d'expositions centrées autour de collectionneurs célèbres. Cette fois-ci, c'est le fondateur et président de la Maison Rouge, Antoine de Galbert, qui est mis à l'honneur. Le mur, c'est un long ruban de 3 mètres de haut sur 278 mètres de long, exposant au hasard plus de 1200 œuvres de 500 artistes différents. Une vision partielle de ses choix et ses goûts, permettant aux visiteurs d'inventer leur propre parcours. Le mur, la collection d'Antoine de Galbert, c'est la Maison Rouge à Paris jusqu'au 21 septembre. Une sculpteuse qui s'improvise photographe. Rentrée dans l'univers de Ruth Bigger, une artiste israélienne qui porte un regard neuf sur la photographie. Portraits, paysages, compositions, tout ce qui émeut est bon à prendre en photo. À Tel Aviv, la galerie coopérative artistique P8 lui dédie une exposition. Dépêchez-vous cependant, l'exposition reste ouverte seulement jusqu'au 5 juillet. Et Laetitia Loreni dans le studio. Bonjour Laetitia, avec vous, chaque semaine, son lot d'images et de cinéma et de nouvelles. Et là, vous avez les premières images du film de Ridley Scott sur les 10 commandements. Sur les 10 commandements, je suis très excitée de vous montrer bien Christian Bale. Oui, et beaucoup d'autres femmes et d'hommes aussi sont très excitées de voir Christian Bale arborer la barbe de Moïse dans les 10 commandements. C'est donc, comme vous l'avez dit, réalisé par Ridley Scott. C'est un projet qu'il a depuis pas mal de temps. Ridley Scott, ça va être son 22e long métrage. Il avait remporté l'Oscar avec Gladiator. Alors, pour incarner ce rôle, Christian Bale, ça a été assez compliqué puisqu'il a dû... déjà, il a dû regarder les 10 commandements faits en 1956 avec Charlton Heston dans le rôle principal. Et après, parce que dans le rôle de Ramsès, évidemment. Personne ne pourra jamais battre, de toute façon, ces deux acteurs dans ces deux rôles principaux. Mais en tout cas, Christian Bale a donc bien regardé, bien appris la leçon et s'est bien débarrassé de cette image de Charlton Heston. Il a complètement réinventé le personnage de Moïse dans cette histoire. Cette fois-ci... Il est obligé, c'est un challenge, sinon il ne passera pas l'histoire. Oui, et puis il fallait qu'il se débarrasse aussi de son image de Batman, donc ça a été un espèce de dilemme pour cet acteur, mais c'est un acteur génial, Christian Bale, on peut lui faire confiance dans le rôle donc de Ramsès qui suit qui suit Yul Brynner. Là, on va retrouver Joel Edgerton, qui est méconnaissable dans le rôle, Sigourney Weaver, qui elle jouera la mère, mais aussi Ben Kingsley, John Turturro, Aaron Paul, le jeune acteur de Breaking Bad. Alors, le réalisateur Ridley Scott l'a dit, il avait complètement oublié à quel point c'était une histoire épique. Il disait qu'il s'est peut-être endormi pendant ses cours de catéchisme le dimanche, mais qu'en faisant ses recherches pour la pré-production de ce film, il a découvert tout un tas de petits détails et s'est vraiment rendu compte à quel point c'était certainement
beaucoup de monde dit que Achille est le plus grand homme de l'histoire. Eh bien, Ridley Scott et Christian Bale s'étaient mis d'accord en disant que non, Moïse était certainement le plus grand héros que l'histoire ait connu. C'est clair, ça va être très difficile à battre comme record. Il datait de 56, le film de Cécile B2000, et le film de Ridley Scott va sortir quand? Alors, le film sortira le jour de Noël, 24 décembre 2014. Je rêverais qu'on revoie les images originales du film de Cécile B2000. Eh bien, la prochaine fois, quand le film sortira, je vous promets que je vous les amènerai en français pour vous les montrer. Merci beaucoup, Laetitia Loreni. On attend ça avec hâte. Est-ce que Christian Bale va pouvoir dépasser... Ah non, je ne sais pas. Non, je sais pas. On verra. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On en frissonne encore. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Et juste après, c'est votre rendez-vous info sur i24 News.